était enfourné. Et donc tu as 2 kg de pain. Donc 2 kg de pâte crue et 2 kg de pain. Et dans ce cas-là, on pourra, oui, prélever de l'un sur l'autre. On a dit précédemment, dans le paragraphe précédent, que tu ne peux pas prélever de deux natures différentes. Donc on a dit une pâte crue avec une pâte déjà enfournée, ça ne marchera pas. Ça, c'est seulement quand dans chacune, il n'y a pas la quantité nécessaire. Donc il y a 1 kg chacune. Mais si là, j'ai 2 kg chacune, une pâte crue et une pâte enfournée déjà, de 2 kg chacune, en tout 4 kg, je pourrais prélever de l'un pour l'autre et on quitte le deuxième. On n'aura pas besoin de prélever et d'effectuer deux prélèvements différents. Béhémet. Lorsqu'on a deux pâtes, et une pâte dans laquelle il y a 2 kg, et la deuxième pâte dans laquelle il y a 1 kg, ça arrive très souvent en réalité. Tu es dans ta cuisine, tu t'apprêtes à faire une grande quantité, puis tu arrives à la deuxième fournée, tu te dis non, j'ai pas assez de farine, j'ai que 1 kg. Donc là, tu as une pâte de 2 kg, et là, tu as une pâte de 1 kg. Bien, dans ce cas-là, on ne pourra plus le faire. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand est-ce que ça marche? Quand chacune, elle a la quantité nécessaire. Mais là, une, elle a 2 kg, l'autre, elle a 1 kg. Donc dans ce cas-là, eh bien, il faudra qu'ils se mélangent réellement pour pouvoir prélever de l'une pour l'autre. Parce que dans ce cas-là, ça ne marche pas. On ne considère pas ça comme étant une seule et même pâte. L'une a la quantité nécessaire et l'autre n'a pas la quantité nécessaire. Vous avez une question à Rodaï? Il faut les rassembler les deux. Dans ce cas-là, oui. Dans le cas où on a 2 kg et 1 kg de pâte, ou 2 kg et 1 kg de pain, il faudrait les rassembler pour pouvoir prélever de l'ensemble comme on a appris dans le paragraphe précédent. Question à Rodaï? Ok. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on a prélevé la challah et qu'il y a eu un mélange par erreur? Alors ça, à Rodaï, vous croyez que c'est pas courant, mais en réalité c'est courant, ça arrive. Je crois que je vous l'avais dit précédemment, que des femmes, elles ont tellement de kavanot quand elles font la frachat challah, donc elles ont toutes leurs pâtes devant elles, et elles font la bracha, elles prennent un morceau de la pâte, et après elles le remettent, pour faire durer le plaisir très longtemps, pour que la kavana soit allongée au maximum. Comme ça, elles répètent, elles refont des filotes, elles enlèvent, elles remettent, elles enlèvent, elles remettent. Dans ce cas-là, il faut savoir que si tu remets la challah dans cette pâte, eh bien, il y a un véritable problème. Pourquoi? Ou bien, un autre cas de figure, tu prends cette challah, tu pensais que tu as fait plusieurs boules, n'est-ce pas? Tu as fait des petits pains. Des pains individuels, donc tu as fait plusieurs boules, et à côté de cette boule, tu as mis ton challah. Chez Elou, ma challah, comment tu vas la reconnaître? Elle a la même taille, la même constitution, tout est pareil. Comment tu vas la reconnaître? Alors, le maître, il que c'est un problème, parce qu'à partir du moment où il y a la challah qui s'est mélangée à sa pâte originelle ou à une autre pâte, eh bien, il va falloir l'annuler. Par combien on annule? Jusqu'à aujourd'hui, on a toujours appris on annule par un 60e. Mais pas un 60e, on avait dit que c'était la mesure que les Chachamim avaient fixée pour la transmission de goût. Le goût ne se transmet qu'à partir d'un 60e ou plus. Pardon, ou moins, excusez-moi. Mais plus qu'un 60e, d'accord? Donc c'est-à-dire que si le goût de lait est tombé dans la viande et il y a plus qu'un 60e, il y a par exemple 70 fois la quantité du lait, il n'y a pas de problème. Tout est permis, parce que la transmission de goût n'est pas perceptible et tu auras le droit de manger le tout. C'est là. Mais pour la frachat challah Bodaï, c'est différent. Il va falloir que le volume de ce trala soit annulé par 101 fois. 101, ce sera la quantité nécessaire pour que tout ton pain soit caché, pour qu'il soit permis. Donc je répète, dans le cas où la challah, donc le prélèvement, a été mélangé dans la pâte, à nouveau, il va falloir que tout soit permis, qu'il y ait 101 fois la quantité de cette challah. Donc si tu es Mahmira et que tu as prélevé, comme le dit le Rama, comme pour les Ashkenaz, tu as prélevé 30 grammes, 27 grammes, donc tu as pris 30 grammes de challah, et qu'après par inadvertance tu l'as remis, parce que tu es une grande tzadékette, tu es une grande chassida, et tu ne connais pas bien la halakha, donc tu as remis dans ta pâte, d'accord, tu faisais les brachot très longues, et tu l'as remis dans ta pâte. Qu'est-ce qui va se passer? Combien ta pâte devra être présentée de volume pour que tout soit permis? Si tu as 30 grammes de challah, donc ça fait combien de une fois? 3 kg 300. Oui, vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord? Il faut que tu aies 3 kg 300 de pâte, de farine, parce que quand je dis la farine, c'est avec l'eau, avec tous les composants et tous les ingrédients, c'est beaucoup, beaucoup plus.
D'accord? Mais quand tu as, en tout cas au niveau relatif, bien lorsque tu as mis 30 grammes de challah dans ta pâte, il faut que ta pâte soit présente au moins 3 kg 300 pour que tout soit parfaitement permis. Qu'est-ce qui se passe si maintenant ma pâte n'a pas 3 kg 300? C'est énorme, 3 kg 300 de farine en Bretagne, c'est-à-dire qu'avec l'eau, avec tous les ingrédients, tu arrives au moins à 5 ou 6 kg au minimum. Tu n'as pas une canette de 5 kg, c'est énorme. Pour pouvoir pétrir une canette de 5 kg, il faut que tu t'allonges dessus pour pouvoir tellement elle est grande. Donc tu ne pourras pas y arriver. Donc comment faire? Si la pâte ne représente pas 101 fois la quantité de la challah, comment faire? On va faire Atarat Nedarim. C'est quoi Atarat Nedarim? Quel est le rapport Atarat Nedarim avec les lois? C'est très loin. Avec les lois de la Frachat Challah, c'est l'annulation des vœux. C'est quoi l'annulation des vœux? Tu devras aller devant un Talmid Chacham, devant un érudit, et il te permettra de le mélanger. Il te dit, ok, comment tu as fait ça? Est-ce que tu avais l'intention de faire telle chose? Est-ce que sous ces conditions, tu étais d'accord d'agir ainsi? Et il va te trouver donc un pétard, une ouverture, et il va te permettre cette challah. D'accord? Et après qu'on a fait Atarat Nedarim, après qu'on est passé dans le Talmid Chacham, on devra prélever à nouveau la Frachat Challah, le prélèvement du pain sans bracha. Parce qu'une fois de plus, dans ce cas-là, la bracha n'est pas me'akevet, et donc on devra faire Atarat Nedarim, et après qu'on a fait Atarat Nedarim devant un Chacham, devant un érudit, on devra faire à nouveau la Frachat Challah, comme ça nous dit le Biomer, Chelek, tome 1, Yoredea, chapitre 21. C'est qui devra faire Atarat Nedarim en bataille? C'est la femme. La femme elle-même, c'est elle qui s'est trompée, c'est elle qui a fait l'erreur. Donc, il est recommandé que ce soit elle-même qui se présente devant le Talmid Chacham, accompagnée de son mari, et qu'il lui fasse la Atarat Nedarim. S'il ne peut pas, maintenant la femme elle dit écoute, j'ai une réception ce soir, je vais avoir 150 invités, et il faut que j'ai toute ma pâte de 6 kg pour pouvoir faire leur pain individuel. Je ne pourrais pas aller devant le Chacham, il habite au fin fond de la ville, j'y arriverai pas. Elle peut envoyer son mari, elle le nomme Shaliach, elle le nomme envoyé, et il viendra en son honneur, en son nom, et il la représentera. Mais même si le mari ne peut pas venir avec la femme, c'est mieux qu'elle y aille seule, s'ils ne peuvent pas venir ensemble, mais si elle ne peut pas y aller seule, ou elle ne peut pas aller du tout, alors que son mari au moins vienne en son nom, et de cette manière, il pourra la représenter devant le Chacham. Ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il va falloir 101 fois la quantité de la challah pour annuler l'ensemble, c'est seulement lorsque la challah s'est mélangée avec la pâte. Ce n'est pas une mine bémino. C'est une seule et même sorte. Mais lorsque c'est mine bénomino, lorsque cette pâte elle est tombée par exemple dans la marmite qui est sur le feu avec de la viande, avec des pommes de terre, tu as un morceau de pâte qui est tombé dedans. Et il s'avère que cette pâte c'est la Frachat Challah. Eh bien, dans ce cas-là, on se suffira de combien pour permettre l'ensemble de 60. 60 fois, ça s'applique dans ce cas-là. Pourquoi? Quand c'est mine bémino, on n'arrive pas à percevoir le goût. Donc, comme on ne perçoit pas le goût, on donne marmire jusqu'à 101 fois. 101 fois, c'est le maximum. Mais lorsqu'on perçoit le goût, donc notamment, vous faites tomber un morceau de pain dans une soupe, et bien, tu vas recevoir, ou bien dans de l'eau chaude, d'accord, comme en Angleterre, et bien tu vas ressentir le goût. Quand tu ressens le goût, à ce moment-là, eh bien, on se suffira de 1/60e pour que l'ensemble soit permis, comme dans l'ensemble, comme dans les autres halachot des autres interdits. Mais tout ce qu'on a dit à Rabotai, écoutez bien, tout ce que je viens de dire 101 fois, 60 fois, ça s'applique seulement en Eretz Israël. On avait dit que les lois de Frachat Challah, ça s'applique en Eretz Israël parce qu'en Eretz Israël, c'est le pays dans lequel Dieu nous a enjoint d'accomplir les mitzvot et Baaret, qui dépendent de la terre. Mais lorsque on est à l'étranger, on est en France, on est en Israël, eh bien, il suffit que tout soit permis, que le volume de la challah soit majoritaire. C'est-à-dire qu'il soit annulé par l'Europe, il soit annulé par un volume majoritaire pour que l'ensemble soit permis. Donc 60 et 101 fois, c'est très beau, mais ça s'applique seulement en Eretz Israël. En route c'est la arrête, on se suffira du rov. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être malchanceuse pour que ta pâte, elle soit majoritaire par rapport à la soupe dans laquelle tu as fait tomber le pain. Ça ne va plus être une soupe avec du pain au knei de l'art, on appelle ça en yiddish. Ça va être du pain à la soupe. Donc dans ce cas-là, c'est pas du tout courant, donc c'est pour ça qu'en général, en fait, tous ces mélanges sont parfaitement permis. C'est ça qu'on peut comprendre du Shulchan Aruch, chapitre 323, paragraphe 1. Si on fait Oui. l'annulation, après on doit respecter le code.
Ouais, on prélève sans bracha. Ok, Rabotai? Qu'est-ce qui se passe dans Rabotai si on a omis? Donc, comment agir Rabotai? C'est le paragraphe qu'on va voir. On va bientôt finir ça. La chod des Hashem, quelques minutes. On a été très rapide, Baruch Hashem. En cas d'omission. Donc, comment agir Rabotai en cas d'omission, en cas de shikhecha, en cas d'oubli? Alors, on fait ça comme ça. Que lorsqu'une personne, elle a la chala devant elle, et elle dit, est-ce que j'ai fait la chala ou pas? Parce que tu es tellement occupé, tu es tellement une businesswoman, que tu étais au téléphone avec ta belle-mère, au téléphone avec la voisine, tu étais en train de dire un cours d'Alaha à ta cousine que tu as besoin de renforcer parce qu'elle est à l'université en France. Alors tu es en train de faire 150 fois, 150 trucs à la fois. Je lui dis, dis-moi, tu as fait la chala? Oh, je sais pas. Quoi, je sais pas de ta faute, t'as pas fait, je sais pas, j'étais en train de parler à ma belle-mère, elle était en train de me dire que j'étais pas propre, j'étais pas. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'avais pas toute ma tête. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ça fait quoi? Non, c'est des rabbins. D'accord, si on est en France ou en Israël. On avait dit même en Israël, alors vous avez raison, mais simplement on dit que même en Israël, à notre époque, c'était des rabbins. Pourquoi? En rov Israël vertu. Toutes les lois qui dépendent de la terre, eh bien, dépendent de la présence de la majorité du peuple Israël sur sa terre. Comme il y a 15 millions de juifs sur terre, comme j'ai dit la dernière fois, il n'y a pas encore 7,5 millions de juifs en Israël. Donc toutes les mitzvot et toutes les mitzvot qui dépendent de la terre, eh bien, ne sont que des rabbanan. Et en route l'arrête, c'est juste un échauffement pour Eretz Israël. C'est encore moins que des rabbanan, c'est juste pour ne pas oublier quand tu reviendras en Israël. Ça, c'est que pour les mitzvot et faites attention qu'on ne comprenne pas. Quand route l'arrête, on peut faire ce qu'on veut. Quand ça arrête en Israël, la Torah, elle est universelle. Comme dire ces trucs, la Torah est une. D'accord? Et donc, on est obligé d'accomplir dans tout le monde entier. Simplement, ces mitzvot précises, mitzvot et ces mitzvot qui dépendent de l'Eretz Israël, là, ça dépend de la présence de la majorité du Ham Israël sur sa terre. Et donc, c'est des rabbanan, même en Eretz Israël, la plus forte raison en Chutz La'aretz. C'est encore plus dur en Chutz La'aretz. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on a un doute, si ma pâte a été prélevée ou pas, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, j'ai pas la tête, j'ai pas. Alors on reprélève la chala sans bracha. D'accord? Bien que ce soit un safek des rabbanan, les kula, mais comme tu peux reprendre une partie, c'est quoi? C'est 2 grammes, c'est rien du tout. Tu refais un frachat chala sans bracha. Comme ça dit le Tzitz Eliezer, tome 1, chapitre 14. Si une personne, elle a oublié d'effectuer le prélèvement de la chala, d'accord? Elle l'a pas fait pendant que sur la pâte crue. Et elle s'en est rappelée après avoir enfourné tous ses pains. Donc maintenant elle a plein de pains devant elle. Et elle va maintenant prélever la chala sur quoi? On l'a dit tout à l'heure. C'est une fois On va savoir qu'ils ont été faits, on mettra tout dans son cuite. c'est comme ça. Bémet, on a dit que les khatrila, a priori, il faut faire la frachat chala sur une pâte crue. Mais si toutefois on ne l'a pas fait avant, ou bien si on a une pâte crue qui est liquide, on ne peut pas le faire, alors on attend de l'enfourner, et seulement après l'enfournement, on fera la frachat chala. Donc si on a oublié de le faire avant, sur notre pain, sur nos gâteaux, on peut le faire après sans aucun problème. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, non seulement j'ai enfourné mon pain, mais en plus de ça, j'en ai mangé une partie. J'avais 2 kilos de pain, et puis j'en ai mangé 1 kilo. Maintenant il me reste 1 kilo devant moi. On te dit quoi? Tu devras tout de même procéder au prélèvement du pain, frachat chala, sur le pain restant. D'accord? Bien entendu sans bracha. Et au moment où tu feras cette frachat chala sur le pain restant, tu devras avoir présent à l'esprit le pain qui a déjà été consommé, qui est déjà dans ton ventre. Tu dis, ok, en faisant cette frachat chala, je renquitte tout le pain, et le pain qui est devant moi, et le pain qui a déjà été consommé, ainsi que le goût qui est absorbé dans les plaques. J'avais dit la dernière fois, le goût qui est absorbé dans les plaques, il est aussi interdit. Donc en faisant un frachat chala, tout deviendra permis. Avec bracha ou sans bracha? Sans bracha. Okay, parce que c'est dans le cas où il ne reste plus de kilos. S'il reste 1,560 kg, oui. S'il reste 1,560 kg devant soi, oui, on doit faire avec bracha. Et s'il ne reste plus, alors, et qu'au début il y avait, alors on fait quand même la frachat chala sur ce qui reste, et on pensera à rendre quitte le pain qu'on a déjà mangé et celui qui a déjà été absorbé dans les parois de la plaque du four. Enfin, à Rabotai, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a vu un code d'omission en jour de semaine. Donc on peut rattraper le coup. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on est un jour de Shabbat ou un jour de fête? Comment agir
pour prélever le challah quand on a oublié de le faire. Pendant Shabbat, on dit mince, j'ai oublié de faire mon pain, de prélever mon pain. Malheureusement, ça peut arriver à Rabotai. Donc essayez de bien retenir et de bien écrire ces halachot parce que ça, c'est pas tous les jours qu'on apprend ce genre d'halachot et qui sont en réalité très pratiques. Il faut savoir qu'il est interdit de procéder à la frachat challah, au prélèvement du pain pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que le fait de procéder au prélèvement du pain pendant Shabbat représente un tikkun, une réparation. Or, on n'a pas le droit de réparer pendant Shabbat. C'est quoi la réparation? Jusqu'à présent, ton pain était interdit à la consommation. En prélèvement le pain, en effectuant ce prélèvement, tu vas maintenant rendre ton pain consommable. Qu'est-ce qui se passe? Ton pain n'était pas consommable, il devient consommable. C'est la même chose. Si tu as tes lunettes, d'accord, il y a la branche qui est tombée pendant Shabbat, toi tu viens et tu la remets maintenant la branche. Donc jusqu'à présent, tes lunettes n'étaient pas utilisables. D'accord, elles étaient comme ça, tu ne peux pas les mettre du tout. En remettant la branche, même si tu n'as pas, je parle dans le cas où tu n'as pas mis la vis. Si tu mets la vis, c'est sur d'oreille, c'est un chemin itaken. Je te parle dans le cas où tu n'as rien mis du tout. D'accord, où tu as mis un cure-dent là-bas. Où tu as mis un morceau de fil. D'accord, juste pour pouvoir coller et insérer ta branche à ta lunette. Eh bien ça, c'est sur d'oreille. Même si tu n'as rien mis dedans, je répète, même si tu n'as pas mis de vis, le fait de remettre, ça va te le rendre utilisable. Ces lunettes sont devenues utilisables. Ça, c'est Issour de Oraïta. C'est quoi Issour de Oraïta? Metaken Mana. C'est quoi Metaken Mana? C'est une sorte de réparation. Tu n'as pas le droit de réparer pendant Shabbat, c'est Issour de Oraïta. Parce que c'était un ustensile qui était inutilisable et tu l'as rendu utilisable. Donc c'est la même chose. Afrachet Chala pendant Shabbat, tu peux pas. Je dis, j'ai rien fait, j'ai juste pris un morceau. T'as raison. Tu fais un morceau, tu n'as pas le droit de le faire. D'ailleurs, je crois que je vous avais déjà dit une fois, quand j'étais petit, j'avais des amis tunisiens, d'ailleurs, soit dit en passant. Ils avaient toujours la baguette, ils allaient acheter, ils prenaient une partie de la croûte, ils disaient on enlève la croûte. Vous avez vu du bout, de l'extrémité. Ils disaient ça emmène la shikhecha. Vous avez vu les gens qui disent ça? Ça emmène l'oubli. Ouais, c'est vrai que c'est des bêtises, c'est écrit nulle part. Mais je me suis dit que finalement, pourquoi ils faisaient ça? Pour faire la frachat. La frachat là, tu peux le faire, même midi avanou, ça a déjà été cuit. Alors quand c'est en route, c'est arrête, c'est parce que le pain appartient à un goy. Tu as acheté, si tu as acheté ton pain dans une boulangerie goy, même si c'est un juif qui l'a lu, ça appartient au goy la farine. Tu n'as pas besoin de faire la frachat là. Mais si ça appartenait à un juif, eh bien en prenant une partie, alors tu vas frachat là. Alors pourquoi on dit ça amène l'oubli? Que tout le monde le fasse. Parce que si la lacha, c'est Shulchan Aruch, il y aurait des chapitre 339, oh là, je connais rien, tout ça, laisse-moi tranquille, c'est pour les religieux. Donc tu sais quoi, ça amène la shikhecha, comme ceux qui disent c'est une ségoula pour la parnassa, tout le monde devient très religieux. Dès qu'on dit c'est un truc pour la parnassa, tout le monde connaît par cœur, tout le monde fait très marmire. Comme Tichataycha de la parnassa de Kippour, c'est écrit nulle part, ça dans la lacha. Mais les gens sont très friands de ces genres de. Mais le juif, il a fait la frachettra là. Dans quelle boulangerie? Dans quelle boulangerie? Dans l'ordre juif. Ah oui. Donc il n'y a pas de choix. Ah ok, on parle du gars où il y a. Non, pas très souvent on a des sfekot, on ne sait pas. Vous achetez un truc avec une ashgacha, vous n'êtes pas sûr. Quand c'est une ashgacha, comment dire, normale, d'accord, ou pour ne pas dire médiocre, eh ben on refait tout ça en général. Il y a plein de personnes, tout ce qu'ils achètent, ils refont, prennent une partie, ils mettent de côté. Et après, qu'est-ce qu'ils perdent? Ils perdent rien du tout finalement. D'accord? Si maintenant c'est badat, c'est d'haridé, c'est une très bonne ashgacha, t'as pas besoin de faire ça. Mais si on a un doute, et ça, je l'ai vu quand j'étais en route l'arrête, j'ai vu les meilleurs ashgachot, que ce soit dans plusieurs endroits, mais même les meilleurs ashgachot qu'on peut imaginer, il y a des sérieux problèmes dans une grotte, des sérieux problèmes. Parce qu'on s'appuie sur le propriétaire de l'industrie, il ne connaît rien lui. Puis tu fais comme ça. Pour lui, c'est du chinois. Il a une phrase comme ça, il répète, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait, il le fait très mal. Donc qu'est-ce que tu perds devant de prendre une partie, de dire voilà, je fais ça, enfin ça. Et quand c'est une personne pas religieux, je lui dis je fais ça pour ne pas oublier. Comme ça, il était sûr qu'il le fasse. Quand c'est ces goûts-là, les gens sont beaucoup plus marqués que quand c'est une halakha. Quand c'est une halakha, il dit c'est compliqué, c'est pas pour moi. Vous êtes caduques, vous les religieux. Quand tu dis c'est une ségoula, c'est une amulette, les gens ils sont très friands. Donc pour finir à Botaï, c'est à la fois de ce chapitre, il dit comme ça. Que prélever la chala pendant Shabbat, t'as pas le droit. Pourquoi? C'est metaken mana, c'est une sorte de réparation. Même si tu n'as rien réparé. Mais c'était une pâte, un pain qui n'était pas consommable, tu l'as rendu consommable en prélevant une partie de ce temps. Ben Hashmashot, pendant Ben Hashmashot, je te rappelle, je dis, je voulais faire la fraîchette Ben Hashmashot, c'est donc entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, donc 13 minutes et demie. D'accord?
en été, ça fait à peu près 20 minutes parce que c'est des minutes c'est des heures qui sont short-zmaniot, qui sont temporelles, c'est pas des heures de 60 minutes, ça fait à peu près 20 minutes en été. Pendant toute cette période, donc entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, tu peux faire la Parashat Chala. Pourquoi? Parce que comme ça est sur des Rabbanan de Metaken Mana, les Chachamim n'ont pas instauré l'interdiction de prélever la Chala pendant Ben Hashmashon. Donc si tu es obligé de le faire, tu peux le faire pendant Ben Hashmashon. Ok? Qu'est-ce qui se passe si une personne ne connaissait pas cette halakha? Tu vois, elle a oublié de faire la Parashat Chala, elle ne fait pas au Khatashi le Khamala, la Frish Chala Trouma, elle le fait ça, pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de manger ce pain. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une avéra pendant Shabbat. Donc tu n'auras pas le droit de manger ce pain. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si elle a fait ça par inadvertance? Elle ne connaissait pas ses halakhot. Et là, eh bien, par inadvertance, on va permettre de le manger le jour de Shabbat. Et quoi qu'il en soit dans les deux cas, donc que tu l'aies fait par connaissance de cause ou par manque de connaissance, quoi qu'il arrive au Tzei Shabbat, tu n'as pas besoin de prélever à nouveau la chala, parce que finalement, la chala a été prélevée. Même si tu n'avais pas le droit de le faire, eh bien la chala a été prélevée. Donc j'ai lu le Kaf HaChaim, chapitre 339, paragraphe 51, que au Tzei Shabbat, samedi soir, on n'aura pas besoin de procéder à nouveau au prélèvement. Qu'est-ce qui se passe dans Botaï? Écoutez bien cette halakha, c'est un grand chidouche. On va à la synagogue Shabbat, donc on est en chemin. Tu es une jeune kala, tu accompagnes ton mari à la synagogue Shabbat, tu es une femme kshera, vous allez ensemble, lui t'a aidé à couper les pommes de terre, toi tu l'aides à la synagogue, d'accord? Chacun sa poire, comme qu'il dit. Donc vous êtes ensemble, et tu dis mince, j'ai oublié de faire la Parashat Chala. Donc tu es en chemin, tu n'es pas à la maison, tu as quitté ton domicile, d'accord? Et tu es la veille de Shabbat. Et tu te rappelles que tu as oublié de faire la Parashat Chala, d'accord? Et maintenant, tu n'auras pas le temps de retourner chez toi avant cet accord à vie. Le temps que tu retournes chez toi à la maison, tu ne peux plus faire la Parashat Chala. Écoutez bien ce que nous dit la halakha, c'est un grand chidouche. Il dit tu pourras effectuer la Parashat Chala dans ton esprit, dans ta tête. Tu dis ok, j'ai mon pain devant moi, tu fais comme ça, tu fermes tes yeux et tu dis je prends une partie et je l'enlève. D'accord? Ça s'appelle comment on appelle ça en français? Le vaudou. D'accord? C'est le chemin. D'accord? Tu fais dans ta tête, tu accomplis dans ton esprit, tu effectues la Parashat Chala, le prélèvement du pain. Tu devras donc penser qu'une partie du pain, tu vas le réserver pour le prélèvement. Et effectivement, chez toi, quand tu arriveras chez toi à la maison, tu pourras le faire. Pourquoi tu pourras le faire? J'ai dit tout à l'heure, c'est un metakel mana. C'est une sorte de réparation. C'est pourquoi tu pourras le faire. Parce que tu l'as déjà fait dans ta tête avant Shabbat. Donc je répète. Tu es parti de chez toi le vendredi avant Shabbat. Donc il te reste 5 minutes avant la Shkia. Et tu te rappelles que tu n'as pas fait la Parashat Chala. Ou avant cette accord, parce qu'on a dit pendant Menash Mashot, on peut le faire. Donc avant cette accord, tu dis, moi j'ai oublié de le faire. Dans ta tête, tu le fais. Quand tu arrives à la maison, tu le fais réellement. Parce que tu l'as déjà fait dans ta tête. Donc il n'y a plus de problème de metakel maintenant. Comment est-ce que ça marche avec la pensée? Non, ça ne marche pas. C'est un grand chidouche. Non mais... Il y a écrit dans Pirkei Avot, Lo Amidra Shikar et la Maaseh. Il y a des gens qui disent ouais, je suis religieux dans le cœur, moi j'ai des très bonnes pensées pour Hachem, j'adore Hachem, on s'adore, on est fou amoureux l'un de l'autre, mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Je fais rien. Parce qu'on n'a pas besoin de se prouver extérieurement qu'on s'aime. Je l'aime, il m'aime, c'est fini. Ça c'est faux. Lo Amidra Shikar et la Maaseh. Le plus important c'est l'acte. On s'en fiche ce que tu as dans ton cœur. Si tu ne le fais pas, ça sert à rien. C'est sûr que quand tu as une action, tu rajoutes du cœur, c'est extraordinaire. Tu rajoutes une dimension supplémentaire à ton action. Mais le Ika, c'est l'action, c'est pas la pensée. Donc Béhémet, non, ça ne marche pas. Mais là, comme ça, ils sont des Rabbanan et que les Chachamim ont permis de le faire sous certaines conditions, donc ils vont le permettre. Une fois de plus, c'est un chidouche qu'on ne voit que dans ces halachas. Ça n'existe pas dans toute la Torah, faire une chose dans ta tête, ça n'existe pas, ça. C'est juste dans ce cas-là qu'on va effectivement le permettre. Qu'est-ce qui se passe si une personne, elle s'en est pas rappelée pendant Menash Mashot, elle a oublié. Elle s'est oubliée totalement. Elle arrive chez elle à la maison, donc après la tefila du vendredi soir, elle dit non, j'ai oublié de faire la Parashat Chala. Tu peux plus manger ton pain jusqu'à Motzei Shabbat. Tu dois te retenir de manger le pain jusqu'à Motzei Shabbat. Tout ce que je viens de dire à Botaï, ça s'applique où? En Eretz Israël. Toutes les halakhot que j'ai dit, donc dans ta tête, prélever, ne pas manger, te retenir de manger jusqu'à Motzei Shabbat, ça s'appliquera seulement en Eretz Israël, une fois de plus en Eretz Israël. Ces halakhot sont beaucoup plus ramourot, sont beaucoup plus graves, et l'application est beaucoup plus nécessaire. En Chutz La'aretz, à l'étranger, eh bien, pendant Shabbat, tu pourras prélever une partie de ta chala. Tu pourras dire, ok, je reviens à la synagogue, j'ai oublié de le faire avant Shabbat, je prends une partie, je le mets de côté, d'accord? Tu garderas jusqu'à Motzei Shabbat,
Et à ce moment-là, ce morceau que tu as mis de côté, tu pourras prélever la frachatchala Motzei Shabbat. Bien entendu sans bracha, parce que ce Motzei Shabbat c'est déjà fait. Ça a déjà accompli la mitzvah, mais au moins tu continues à la faire Motzei Shabbat. Donc je répète, pendant Metaken Mana, l'interdiction de prélever pendant Shabbat, s'appliquera seulement en Eretz Israël. Mais en fait, cela arrête, pendant Shabbat, tu peux même prendre une partie et faire la frachatchala. Tu n'as même pas besoin de le faire dans ta tête. Tu peux le faire réellement. Quand est-ce que tu fais dans ta tête? Quand tu es en Eretz Israël et que tu t'en es rendu compte avant la tombée de la nuit. Alors prélève dans ta tête et quand tu arrives à la maison, tu pourras le faire en Eretz Israël. Mais en route, cela arrête. Tu n'as pas pensé, tu n'as pas prélevé dans ta tête, tu viens et tu prélèves pendant Shabbat. Oui. Faire moti pendant Shabbat, c'est des retards. Faire moti pendant Shabbat, c'est une mitzvah, c'est une obligation. On a 3 séoudotes à faire pendant Shabbat, on apprend ça du Navi. C'est pas de Horita, ça s'appelle Divrei Kabbalah. C'est quoi Divrei Kabbalah? C'est pas de la Kabbalah, c'est pas du Zohar. Et Kabbalah, ça veut dire ce qu'on apprend des psukim du Tanakh, d'accord? Donc de Levim ou Ktuvim. Et effectivement, c'est une obligation de le faire. Au moins les 2 premiers repas avec du pain, c'est une obligation. Et ce de la Shishit nous dit Shulchan Aruch, on peut le faire avec toutes sortes de choses. Il est bon, il est préférable, nous dit Shulchan Aruch. Et c'est une khumra importante, c'est une mesure de piété importante de faire aussi ce de la Shishit avec du pain. Mais si on veut faire ce de la Shishit avec un peu de thon, un peu de fruits, un peu de gâteau, il n'y a pas de problème, on peut le faire aussi. Le Mechatchila, juste, c'est recommandé, c'est une meilleure mitzvah de le faire sur du pain pour s'acheter. Mais les deux autres repas, c'est obligé de le faire sur du pain. Oui, mais ça veut dire que si il nous reste, enfin, on a fait du pain pour Shabbat et que on est obligé de faire, on est en Israël, on est obligé de faire la frachatchala. Oui. Ça veut dire qu'on va enlever une mitzvah, l'obligation de faire nos une mitzvah d'Oraita. Ouais, vous avez raison, parce qu'on a une interdiction, voilà, vous avez raison. On a une interdiction de ne pas manger du pain. On a une interdiction de manger du pain qui n'a pas été, sur lequel on n'a pas prélevé la chala. Et à côté de ça, on a l'obligation, même si c'est une obligation de la Torah, on a l'obligation de manger du pain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre une interdiction pour pouvoir faire une mitzvah. On ne peut pas voler une banque pour pouvoir donner la tzedaka. Vous voyez ce que je veux dire? La fin justifie un... Comment? On fera pas aussi. On ne volera pas une banque. Même si la frachatchala, c'est des rabbanan. Oui, on ne fera pas, mais c'est dans ce cas-là, parce qu'une fois de plus, l'accomplissement de la mitzvah est conditionné par l'infraction d'une avera. Même si c'est une infraction des rabbanan, on ne peut pas faire une avera des rabbanan pour pouvoir faire une mitzvah d'oraita. Voilà, la femme ne justifie pas les moyens dans la Torah. Donc si on doit faire une avera quelconque, eh bien, on n'a pas le droit de faire une mitzvah. Il y a plein d'exemples, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais il y a plein d'exemples dans la Torah dans lesquels on voit que si tu dois faire une mitzvah et qu'à cause de ça tu vas faire une toute petite avera, tu n'as pas le droit de faire. Retiens-toi de faire la mitzvah. Un exemple tout simple que moi j'ai demandé à tous les Gdolim d'Israël, alors ces trucs m'avaient envoyé des premiers tous les Gdolim d'Israël, aller à la synagogue en passant par notre immeuble s'il s'allume. J'étais parti voir tous les Gdolim d'Israël, je lui ai dit mais à la synagogue c'est important. Il me dit c'est très important, mais tu ne peux pas faire une avera pour faire une mitzvah. Même si c'est des rabbanan, même si c'est des chinouilles, même s'il y a plein de raisons de permettre, tu peux faire même la plus petite des avérotes pour faire la plus grande des mitzvot. La fin ne justifie pas les moyens dans la Torah. Oui. Quand vous avez dit que la femme elle fait dans la tête, elle doit faire dans la tête. La femme elle a mal à la tête? Ouais, elle fait dans la tête. Oui, elle fait dans sa tête, après Shabbat, effectivement. Est-ce qu'elle fait avant la fin? Non, pendant Shabbat on fait jamais. Non, on fait jamais pendant Shabbat après Shabbat parce que le plus c'est Metaken Mana. Oui. Si par exemple on a commencé à former, on s'est rappelé qu'on n'avait pas fait frachatchala, on doit tout défaire et tout remettre, ou bien on peut le poser direct. Non. Soit, donc, vous avez donc des pains, si je comprends bien votre question, vous avez des pains crus qui sont déjà formés. D'accord? Donc soit vous les mettez tous ensemble dans un bac, mais à un moment donné ça va être commode parce que ça va devenir une vraie pâte, soit vous les enfournez, et une fois qu'elles sont formées, vous les mettez tous l'un sur l'autre. Ou bien si vous pouvez les recouvrir d'un bad, d'un tissu, l'essentiel c'est de les unir à nouveau. Parce qu'il faut que ce soit une seule et même pâte. Si vous prenez un seul pain, vous avez 20 pains devant vous, sur la table, ils ne sont pas recouverts. Vous prenez la frachatchala sur ça, mais vous ne pouvez pas parce qu'il faut le prendre sur le tout. Ça ne marche pas la kavana. La kavana, c'est une halakha très spéciale, dans ce cas précis de Shabbat, en Israël, pendant Ben Hashmashot, c'est très 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 précis. La kavana, ça marche pas, faites attention. N'appliquez pas la kavana dans des autres cas de figure. Qu'on a vu en bataille pour Shabbat, ça s'applique aussi pour les fêtes, pour les Yom Tov, oui. Comment on fait quand on va chez les gens qui sont pas très religieux? Il y a fait mieux. Quand on va chez des gens qui ne sont pas très religieux, la réponse est simple, on ne va pas chez des gens qui sont pas très religieux. Non, parce qu'il y a trop d'halachot. On verra, il y a d'autres, on verra dans d'autres contextes que rentrer chez des gens qui ne connaissent pas toute la halachot parfaitement,
C'est impossible. C'est sûr qu'on va faire des erreurs, et c'est très compliqué. Mais on verra, il y a des solutions dans la section de lait. En tout cas, Rabotai, pour finir, au sujet de Afrashat Chala pendant Yom Tov, c'est la même chose que Shabbat, c'est les mêmes lois. Simplement pour Yom Tov, c'est plus facile, parce qu'une fois de plus, tout ce qui est nécessaire pour la confection et pour la nourriture, c'est plus facile, n'est-ce pas? On peut les vacher pendant Yom Tov, pardon, pour pouvoir manger pendant Yom Tov. Donc, les Khatrila, on fera comme Shabbat, mais Bedi Avad, si on n'a pas d'autres pains, qu'on ne peut pas demander aux voisins des pains, eh bien, on pourra, même pendant Yom Tov, procéder au prélèvement pendant Yom Tov, comme ça nous dit le Kaf HaChaim, chapitre 457, que pour Yom Tov, c'est plus facile que Shabbat. Même si les Khatrila, on essaiera de l'achmir comme Shabbat, mais Bedi Avad, ce sera plus facile. Bémet, en conclusion, à Botaï, voici les 3 points qu'on devra faire attention dans toutes les lois de Afrashat Chala. Donc, voici, dans ce dernier paragraphe, les principes pour lesquels on va être vigilant, et on verra en fonction de ça sur quel aliment je dois faire Afrashat Chala. Donc il faut savoir que d'abord, c'est seulement une pâte qui est constituée de l'une des 5 céréales qui devra subir la Afrashat Chala, et c'est seulement si cette pâte est destinée à être enfournée. Ou bien, on a dit enfournée, ou bien qui doit être frit dans une quantité minime d'huile ou de beurre. Dans ce cas-là, c'est considéré comme si ça a été enfourné. Donc, selon ça, les crêpes, les gaufres, les pâtes. Oui? Alors, ça dépend. En fait, les crêpes, non, c'est pas exact. Parce que les crêpes, on a dit qu'on met toujours une quantité minime. Donc, les crêpes, c'est comme le four. Mais par contre, les pâtes, les beignets, les bislis, les cigares, les pastels, et tous les autres aliments qui sont seulement cuits ou frits, tous ces aliments seront quittes de prélèvement. On n'a pas besoin de le prélever. D'accord? Par contre, le pain, les bagels, les gâteaux, les biscuits, les tourtes, les pizzas, et enfin la matzah, tous ces aliments en Botaï, dont la composition est composée de farine, et qu'il y a la quantité suffisante, c'est quoi? 1,560 kg pour les Sfarad et 1,660 kg pour les Ashkenaz, eh bien il faudra prélever avec Chala. Baruch Adonai L'Olam. Amen. On va finir à Botaï toute la halachot de Afrashat Chala.